90, c'était quand l'animateur arrivait, t'avais l'impression que c'était le pape qui arrivait. Tu recevais des cartons d'anniversaire de stars que tu ne connaissais pas. Mais qui invite à son anniversaire des gens qu'il ne connaît pas? Je préfère payer des impôts et être bien chez moi que me retrouver dans un pays pour essayer de gratter quelques billets. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, je savais plus trop qui j'étais, j'aurais pu, et c'est pour ça que je comprends. Incarné, Julien Courbet. Animateur radio et présentateur emblématique de télévision depuis 30 ans. Dans cet épisode, on va parler de 30 ans d'audiovisuel vu de l'intérieur, du pouvoir et de ses dérives et du rôle déterminant que joue l'entourage et la famille pour ne pas péter les plombs, comme on dit dans la célébrité. Je t'assure que je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas quand le gros écrase le petit. L'humiliation quand tu as travaillé honnêtement toute ta vie, de te retrouver, aller faire la mendicité au SOD. Et sur un sujet complètement différent, est-ce que tu es spirituel ? Bonjour à tous, je suis absolument ravie de recevoir aujourd'hui Julien Courbet. Je suis très honorée parce que tu es un ponte de l'audiovisuel aujourd'hui. Un ponte... Ça démarre mal. Tu es la seule personne... Non, absolument pas. Une relique. Tu es la seule personne qui est une référence à la fois, moi pour mes parents, pour moi, et aussi pour certaines personnes dans cette pièce qui sont la Gen Z. Et quand je dis Julien Courbet, ils étaient tous ravis. Alors que je leur dis, un peu, je leur donne d'autres noms, ils me regardent un peu, le regard béat, mais qui sont ces gens ? Et après, ils s'ouvrent en mode, non, mais ça, c'est la génération d'avant, ça m'intéressait personne. Alors que Julien Courbet, t'es une référence pour absolument tout le monde ici. Bah c'est la durée. Tu te rends compte que ça va faire, je ne sais même plus, TF1, je devais... ouais, il y a plus de 30 ans. Maintenant, Ouais. je suis à l'antenne quasiment tous les jours ou toutes les semaines, plus la radio. Donc, j'ai touché les grands-parents, les parents et maintenant Ouais, c'est ça. les petits-enfants. Mais tu n'as pas du tout cette image, tu vois, de père de la télé, de vieille référence. Non, tu es toujours moderne, d'actualité. On te voit un peu sur tous les sujets, que ce soit des sujets juridiques, que ce soit des sujets un peu plus saltimbanques chez Hanouna. C'est quoi ton secret ? Non, le secret, c'est justement de ne jamais... je n'ai jamais accepté de m'enfermer dans un rôle, parce que j'ai pris des risques, certains ont été gagnants, d'autres ont été perdants. Tu vois, quand j'étais sur TF1, mais c'était vraiment la belle vie, c'était sans aucun doute qui cartonnait. Et on me proposait mais tu peux pas savoir, un énorme contrat pour essayer, mais je ne voulais plus faire sans aucun doute, non pas parce que ça ne m'intéressait plus, mais je l'avais fait 20 ans. Et je leur avais dit, je veux explorer quelque chose, je veux pas être l'homme qui a fait sans aucun doute toute sa vie, donc donnez-moi un peu de divertissement, je pense que je pourrais m'éclater. Ils n'ont pas voulu, et donc je suis parti sur France 2, où je me suis vautré, mais je ne regrette pas une seconde, parce que du coup, ça m'a permis d'aller faire des jeux, d'aller faire des choses. Et si tu ne changes pas au bout d'un moment, ben, tu ne fais que... Tu vieillis avec ton concept, tu n'es plus dans l'air du temps. Quand il a fallu aller chez Hanouna, c'est pareil. On m'a dit, mais tu ne vas pas aller chez Hanouna autour de la table et compagnie. Moi, j'avais senti qu'il amenait quelque chose de nouveau dans l'animation. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, à apprendre, etc. J'y étais, j'y suis pas resté longtemps, mais voilà, j'ai pris des risques, j'ai bougé. Le monde bouge en permanence, donc je pense qu'il faut aussi bouger quand on fait des émissions. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? C'est la découverte ? C'est juste d'avoir un nouveau projet, d'être stimulé ? Déjà animé, voilà, animé, ça m'éclate. Je remercie tous les matins quand le réveil sonne, le bon Dieu de me permettre de gagner ma vie en me levant pour aller parler à un micro à la radio. C'est mon kiff d'animer. J'adore ça, improviser. Alors la radio, c'est pour moi le Graal, beaucoup plus que la télé. Si j'avais un choix à faire aujourd'hui, ça serait à 200% la radio plutôt que la télé. Parce que la radio, c'est de la spontanéité totale. Tu peux décider d'appeler quelqu'un, tu peux décider de mettre de la musique, tu peux vanner, et t'es dans l'impro en permanence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral chez moi. Après, j'ai eu ma période où ce qui m'a passionné, c'était créer. J'ai quand même créé beaucoup de concepts en tant que producteur, et partir d'un bout de papier, d'un post-it, d'une idée que tu as à 3 heures du matin, et 3 mois après, voir le concept à la télé... j'ai trouvé ça fantastique. Et après, effectivement, les challenges. Voilà, les challenges, j'aime quand c'est compliqué. J'aime quand, tu vois, quand on m'a proposé Appel à témoins. C'est quand même pas facile comme émission. Tu es en direct, tu as quelqu'un qui appelle et qui peut très bien te dire je connais le nom du meurtrier, etc. Faut gérer des situations tout en regardant l'heure à laquelle faut partir à la pub, etc. Voilà, je peux pas rester dans la routine. Je suis un hyperactif, je suis un insomniaque et j'ai besoin qu'il se passe quelque chose en permanence. Et tout à l'heure, tu as parlé de ta période chez TF1. Et chez TF1, c'était le moment où il y avait des grandes stars de la télé. Et aujourd'hui, c'est moins le cas, parce que les grandes stars de la télé, maintenant, il y a les grandes stars de YouTube, il y a les créateurs de contenu, etc. Qu'est-ce que tu penses de la télé d'aujourd'hui ? Ce que je pense, c'est que
Les primes aujourd'hui font 2,9 millions, 2,6 millions et que moi j'ai été convoqué chez Étienne Moujotte un jour pour une cellule de crise parce que j'avais fait 6 millions. Ouais. Et c'était la crise absolue, c'était la cata. Tu te rends compte, à 6 millions, c'était ouais, Julien, si on ne trouve pas une solution, on va devoir arrêter. Et aujourd'hui, on est 2,5 millions. Écoute, ce que je pense de la télé, elle n'est pas morte, loin de là. Ce n'est plus le seul média. Il a fallu partager le gâteau. Il y a YouTube, il y a tout ce que tu dis, tous les influenceurs et tout. Mais c'est vrai que je préfère être à mon âge maintenant ici en télé que pour ceux qui démarrent maintenant. Parce que pour ceux qui démarrent maintenant, je ne sais pas si la télé, ils ont un grand avenir. Et comme le public a vieilli, bah, ce sont les gens qui sont là depuis longtemps maintenant qui récoltent. En fait, j'ai plus de succès maintenant, presque, qu'il y a 20 ans quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc la télé, voilà, elle atteint son plafond de verre. Je pense qu'elle descendra pas beaucoup plus, mais elle va devoir et elle doit s'adapter économiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les recettes publicitaires, avant, elles n'allaient qu'à la télé. Bah, maintenant, elles vont sur YouTube, elles vont sur tous les réseaux sociaux, elles vont bientôt aller sur Netflix, sur Amazon Prime, si ce n'est déjà le cas. Donc la télé est en train de se reconstruire pour être un peu plus low cost. Mais bon, moi, de toute façon, le problème se pose même plus pour moi. Moi, je finirai à la télé. Je vais pas me lancer maintenant dans une carrière sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est plus du tout le même métier qu'il y a les années 90 où là, c'était des budgets phénoménaux, des audiences phénoménales. Il a fallu s'adapter au fil du temps. Que même en dehors de la viabilité économique des concepts, il y a aussi la censure, le fait qu'on peut moins dire des choses qu'avant, le fait que maintenant il y ait beaucoup de polémiques, ou alors peut-être, est-ce que tu le ressens ça ou pas? Non, Parce que c'est pas la forcément censure, déjà à l'époque, non, franchement, déjà, moi, dans les années 90, on pouvait faire. Au contraire, alors là, on parlait tout à l'heure d'Hanouna. Hanouna a quand même amené quelque chose, c'est que moi, dans les années 90, il était hors de question de laisser passer un merde. Simplement ce mot merde, c'était tout de suite coupé. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lui, il était arrivé, il s'est mis à parler en argot, en rasca, etc. Donc il a ouvert des portes, mais c'était déjà hyper frileux à l'époque. C'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est qu'il faut faire attention maintenant. Il y a une américanisation de la société, on vous fait des procès pour tout et n'importe quoi, donc il faut faire un petit peu plus attention à ce qu'on dit. Mais au niveau censure, moi, je suis pas inquiété, hein, franchement. Ok, parce que, alors toi, pas du tout. Mais c'est vrai que nous qui n'avons pas, enfin ceux qui ont la trentaine, qui n'ont pas assisté à ces années, quand on voit les archives, avec Serge Gainsbourg qui vient, qui est la gueule de bois, D'accord, les tu parles de ça. cigarettes, Oui, oui, oui. le fait d'avoir des femmes aussi qui étaient toujours les assistantes sexy. Aujourd'hui, on croirait à la misogynie, par exemple, si ça arrivait. Mais ça faisait partie des concepts d'avoir une femme sexy à ses côtés, à son bras. Ouais, mais ça, si tu veux, bien sûr que ça faisait partie des concepts, mais tu sais, il y a encore 30-40 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les Ouais, femmes c'est n'avaient vrai, pas il le y a droit de 50 ans, porter les nu. femmes Donc n'avaient ça a pas le droit de évolué, vote. la télé, prenez la femme, Oui, ce qui est complètement. scandaleux d'ailleurs. Et c'est bien que ça évolue en ce sens-là. Maintenant, effectivement, tu dis de Gainsbourg, cette provocation-là, Ouais. elle passerait plus. Et c'est dommage parce que, bon, ok, ça peut choquer, et je comprends complètement que ça puisse rendre fou des gens qui brûlent un billet de 500. C'était des francs, je crois, à l'époque. Mais c'était son personnage, Moi, c'était je un trouve ça fou. authentique. Et c'était authentique. Et ça, aujourd'hui, non, effectivement. Alors, tu pourrais le faire, mais tu n'avais pas. Encore une fois, ce qui a tout changé, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Avant, la critique, elle n'existait pas. Aujourd'hui, tu dis un mot. Tu te rends compte que moi, sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu de polémique, mais j'ai senti qu'il y avait un petit début, tout simplement parce que. Donc, ça peut vous arriver. Une femme comme toi vient Oui. pour expliquer son problème et bonjour Sabrina, permettez-moi de vous dire que vous êtes très jolie. Oui. Juste ça. Oui. Pim, il y a des commentaires qui sont arrivés. On n'est pas de la viande, on n'est pas la Ah, foire je aux sais. bestiaux. Parce que j'ai fait un compliment. Et on m'a dit quand même, bon, évite de dire à quelqu'un, à une femme, qu'elle est jolie Mais parce que ça peut choquer. non, mais je me Et dis, ça, c'est dur, ça. mais complètement, c'est dur. Et je vois aussi, il y a beaucoup de personnes de ta génération qui aujourd'hui sont inquiétées pour des choses qu'ils ont fait il y a 10 ans parce qu'ils avaient une certaine proximité avec la femme, ils se permettaient de dire des choses, mais j'ai un discours qui est pas, voilà, dont on entend peu parler sur les réseaux. C'est de bon ton aujourd'hui d'attaquer les hommes parce qu'il y a 10 ans, ils ont fait une bise à une femme, ils ont dit t'es belle, etc. Et même toi, ça t'est presque arrivé. Ah, Mais à l'époque, c'était dans les normal. années 90, il y aurait eu des caméras dans les boîtes de prod. Hommes et femmes, je peux te faire une liste de 600 personnes qui seraient en prison aujourd'hui. Mais oui, complètement. Parce que c'était complètement débridé. Ouais. Moi, j'avais des journalistes qui m'appelaient petit cul parce que j'ai des fesses Ouais. plates, des filles qui me mettaient la main aux fesses en parlant comment ça va, petit cul, alors que j'étais leur patron. Ouais. Attention, voilà, c'était comme ça. On faisait des blagues, effectivement, sur le physique, sur le corps, etc. Maintenant, bon, tu ne Mais peux plus, peut-être que. Bah, moi, je fais partie de cette école-là, justement, ou même avec mes collaborateurs ou avec mes collègues. Enfin, on a une liberté de parole on est proches, on rit ensemble.
Parfois, si ça passait à la télé, ça serait mal pris. Et je me dis, mais en tant que personnage public, subir aujourd'hui des railleries, des critiques, ou en tant qu'homme, parce qu'il y a 10 ans, tu as fait une blague, Non, je mais trouve ça surtout, dur. j'ose espérer, tant mieux, une femme, on lui fait une blague déplacée, normalement, ça doit repartir en bon moment. Oui, mais quand c'est... Elle est suffisamment grande pour Oui, dire, complètement. voilà, ceci étant dit, bon, après, il y avait des blagues un petit peu lourdingues, mais aujourd'hui, on en est Ouais. au point où dans les chaînes de télé et tout, on donne des cours, on donne des formations pour qu'il n'y ait plus de petits noms. Tu vois, tu dis à une collaboratrice, dis-moi cocotte, vendredi j'ai besoin du conducteur, tu as le droit de lui dire une fois. Si tu dis 2 fois cocotte, ça devient une sorte de harcèlement. Ouais, Et une femme d'ailleurs, un homme qui pourrait lui dire mon biquet, t'es bien gentil, mais j'aimerais bien que tu sois à l'heure. Si elle lui dit 2 fois mon biquet, ça devient une sorte de harcèlement. Bon, Bon, écoute, au moins c'est traitement égalitaire. Au moins, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est... après, on va pas se mentir non plus, il y a eu du machisme à un niveau Champions League, et ça, c'est bien que ça se soit arrêté. À un moment donné, tu avais certains animateurs, voilà. La femme potiche, tu vois, dans les jeux, etc., c'est bien Ah, que ça ça, ait oui. disparu, ça. Hein. Ça, c'est très bien que ça ait disparu. Et en plus, souvent, bon, après, c'était le fantasme aussi, c'est les femmes racisées un peu en potiche. Ça, faut en parler. C'était beaucoup ça aussi dans les jeux dans les jeux. Les femmes racisées. C'était un peu, la femme black qui est toujours l'assistante. Ouais. Mais voilà, c'est le regard d'aujourd'hui qu'on porte au divertissement d'il y a 15 ans, quoi. Le monde a changé. Et écoute, je t'avoue qu'on s'amusait plus dans l'ancien monde que Ouais, dans celui-ci. j'imagine. Mais j'accepte les règles. Hein. Je comprends tout à fait qu'après, des gens puissent être choqués par différents comportements. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'insouciance à l'époque. Mais moi, je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup de polémiques et à ce point-là. C'est ça. Je trouve que Moi, je vais te dire, là-dessus, je suis complètement décontracté. J'ai toujours mis les femmes à l'antenne. Mais à des postes, tu vois, il n'y a que des avocates depuis tout le temps. Ce sont des femmes, justement. J'ai voulu casser le cliché de l'homme avocat à la sortie du barreau. Il n'y a que des femmes. Les journalistes, je les mettais à l'antenne. J'étais l'un des premiers à dire vous avez fait le sujet, c'est vous qui l'avez lancé. Donc les filles de l'équipe venaient, on était sans aucun doute, on va voir une enquête. Sabrina, présentez-nous votre enquête. Et la fille venait, la journaliste, on me disait, mais pourquoi tu les fais parler? Mais parce que c'est leur boulot, elles vont le vendre beaucoup mieux que moi. Donc là-dessus, mais il y a eu des excès. Et le problème, c'est, tu sais, il y a des excès, et pour arrêter les excès, on repart dans un autre C'est excès. exactement Qui ramène un autre excès, on est toujours dans l'excès. Donc Mais c'est c'est le sujet compliqué. aussi de la discrimination positive, etc. On est là à se demander, mais la femme, elle est là parce qu'elle le mérite, parce que elle apporte une valeur à la chose, ou elle est là parce que c'est une femme. Mais moi, peu importe où, quand, comment, mais enfin, je trouve ça pire que tout. Ouais, D'une complètement. émission où on m'a dit, tu auras, alors c'était une jeune femme très talentueuse, il n'y a pas le problème. J'ai horreur de la co-animation. Pour moi, une co-animation, elle doit se justifier. Par exemple, je vais animer un jeu là prochainement là, sur M6, j'en connais un rayon sur... c'est un quiz sur les étiquettes de la consommation. J'ai à côté de moi Olivier Dauvert qui co-anime, mais parce que c'est le spécialiste. Il va amener des choses que je suis incapable de dire. Si c'est pour partager en disant bonjour à tous, bonjour Sabrina, bonjour Julien, quel est le programme? Eh bien, un bout de phrase chacun, c'est ridicule. Et on m'a mis un jour, on est venu me voir, on m'a dit tu auras cette fille que je ne connaissais pas qui va co-animer avec toi. Je dis mais elle va faire quoi exactement? Pourquoi vous ne lui donnez pas à elle toute seule? Ah non, 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 elle n'en est pas capable. Mais alors, si elle n'en est pas capable, pourquoi elle est là? Parce que, donc elle avait des origines, Ouais, je mais pense, c'est ça. maghrébines, et donc parce que on nous a. Et c'est terrible, c'est pire, Non, mais c'est encore maintenant, pire. on force toutes les productions, ou même quand on voit sur Netflix, etc., à avoir une diversité parfois culturelle, alors que le récit même ne mérite pas cette diversité-là, ne se passe même pas, enfin, ne se passe pas dans un environnement multiculturel, mais on impose pour une question de quota, ou parce que sinon ils savent que sur les réseaux sociaux, ils vont se faire attaquer parce qu'il n'y a pas assez de diversité. Moi, j'ai pris. Je vais te raconter deux, trois anecdotes. Alors, pour le coup, là, ça a évolué dans le bon sens. Une femme qui était venue se plaindre, qui avait un problème, donc sans aucun doute. La dame était noire. Et on l'a pris, évidemment. On n'a même pas cherché à savoir si elle était pas noire ou non. Elle avait un problème, elle avait un problème. Pas Oui, ça. oui. Et, le lettre qu'on a reçu à l'époque, dans les années 90, c'était chaud. Hein. Vous invitez maintenant des singes sur les plateaux, etc. Après, il y a une autre femme qui est venue et on vient me dire, il y a un gros problème. Avant de démarrer l'émission, il faut que tu viennes le régler. Mais quel est le problème? Elle voulait garder son voile. Et je leur ai dit, mais qu'elle le garde, son voile. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'elle ait un voile? Elle va avoir chaud, tant pis pour elle. Si elle a envie de le garder, parce qu'avec les projecteurs, elle fait 40, ça change quoi? Elle va pas me tenir des propos. Elle n'est pas là pour parler de racisme, etc. Elle vient nous expliquer que sa voiture a été volée, qu'on la rembourse pas. Et alors, pim, c'est reparti. Avalanche de lettres.
ces gens-là. C'est fou, tu peux pas savoir la violence, quoi, la violence qu'il y avait. Mais maintenant, ça y est, heureusement, c'est réglé. Enfin, moi, en tout cas, Dieu merci, dans mes équipes, c'est fini. Il y a même plus du tout de problème qui se pose si un homme vient avec son mari sur le plateau, si une femme est noire, si une femme n'est pas noire, peu importe, c'est plus un problème. Mais pour ça, il aura fallu secouer quand même beaucoup le cocotier, hein. Ouais. Et justement, on parlait des polémiques, etc. En cherchant sur toi, parce qu'évidemment, on fait une mini-enquête avec l'équipe avant chaque invité, on s'est rendu compte que tu fais partie des seules personnes dans le paysage audiovisuel aujourd'hui où il n'y a aucune polémique. Si, il y a eu des petits trucs, mais des trucs de boulot, voilà, mais rien de grave. Mais qu'est-ce que tu appelles les grosses politiques, genre sexuelles, des choses comme Ah ça? non, 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 mais ou que ce soit ça ou autre, de toute façon, si c'était avéré, enfin, il n'y aurait pas eu d'invitation. Ouais, peut-être mais aussi parce que j'ai fait des émissions qui étaient pas. T'as des émissions où tu prends plus de risques que d'autres, mais j'ai toujours été un peu bon élève, quoi. Tu vois, j'ai toujours essayé de Ouais, faire les choses normalement. J'ai pas eu d'émissions. Non, j'ai pas eu franchement de grosses politiques. Mais parce que en plus, tu sais, je suis très en retrait. Là, encore une fois, bravo à toi parce que tu as réussi à me convaincre de le dire. Je ouais. ne fais rien parce que mon boulot s'arrête à la sortie du studio. Je prends Mmh. mon pied à faire mon boulot, j'y pense le jour, la nuit, mais tout ce qu'il y a autour, ça m'intéresse plus. J'ai décroché. Ça veut pas dire que j'aime pas mon boulot, mais voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je En sors fait, c'est pas. un boulot, c'est une vocation, mais tu fais pas Mais et les je fais mondanités et comme tout un le reste. boulanger qui, quand il a fini, ferme sa boulangerie, il va vivre sa vie. Ben, moi, je vais vivre la mienne. Et la mienne, elle est dans le sud-ouest, au Cap Ouais. Ferré, avec mon chien, ma famille, mes copains. Et c'est quoi alors le secret d'avoir cette famille, enfin, parce que tu es marié avec ta femme depuis longtemps, d'avoir une vie de famille Putain, mais tu très montes pas la équilibrée? je sais plus quoi te dire. On s'est mariés, écoute, tu vas calculer toi-même, en 98. Donc, ça fait un petit bout de temps quand même. C'est ça. C'est quoi le secret d'être aussi médiatisé? Bon, Alors, peut-être que tu as déjà commencé à répondre, c'est le fait d'avoir complètement, il y a ta vie. non, 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 non. Au départ, je vais être très honnête avec toi. Moi, et c'est pas péjoratif, hein, je suis pas en train de me m'automutiler, mais je suis vraiment un plouc de province qui monte à Paris. C'est-à-dire que quand je suis monté à Paris, j'avais 28 ans, donc c'est tard, c'est très, très tard. Je prenais l'avion presque pour la première fois, donc j'étais le mec de la campagne qui arrivait à la télé, mais j'avais quand même quelques petites capacités, c'est pour ça qu'on m'avait pris. Mais je te cache pas que quand la notoriété est arrivée, j'ai eu une période où j'aurais pu basculer. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as ce mec de Bordeaux qui a ses copains, à Bordeaux, monte, fait des émissions de télé, se retrouve invité dans des soirées. Parfois des soirées un peu cheloues, où il y a il y a de l'alcool, il y a du sexe, il y a de la drogue. Tu te retrouves là, il faut faire des photos. Julien, à l'époque, il fallait absolument faire des photos quand tu faisais un programme. Julien, il faut faire ci, il y a gala, machin, compagnie. Donc tu fais et tu perds ta personnalité. Et je peux te dire qu'à un moment donné, je savais plus trop qui j'étais. J'aurais pu, et c'est pour ça que je comprends parfois ceux qui prennent pas la bonne route. Tu perds tous tes repères. Et si à ce moment-là, je n'avais pas déjà été marié, et si ma femme ne m'avait pas remis dans les rails, je peux pas te garantir qu'aujourd'hui je serais celui dont tu parles, calme, qui a pas de polémique, etc. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut pas juger ceux qui parfois pètent les plombs parce que vous n'imaginez même pas. Enfin, alors dans les années 90, c'était quand l'animateur arrivait, tu avais l'impression que c'était le pape qui arrivait. Ouais. Tu avais une styliste qui venait, choisit ton costume, tiens, t'es invité. Tu recevais des cartons d'anniversaire de stars que tu ne connaissais pas. Mais qui invite à son anniversaire des gens qu'il ne connaît pas? Mm. Donc vous êtes invité à l'anniversaire de, je te donne pas de nom, mais de tel chanteur. Donc tu te retrouves dans un restaurant. Tu vas le voir en te présentant alors que tu es invité à son anniversaire. Et là, c'est champagne, machin, les photos. Le lendemain, tu es dans. Et tu peux péter les plombs, mais très rapidement. Tu vois, tu peux te dire, après tout, ben mince, je suis un mec important en fait. En fait, je suis une superstar. Ouais. Et en fait, non, pas du tout, vieux. Tu fais juste un métier où il faut parler à une caméra comme d'autres font des charpentes. Mais si tu n'as pas ce recul et surtout un environnement qui te cadre, je comprends que tu puisses péter les plombs. Mais et en plus, je pense que ça, c'est dans tous les secteurs d'activité, il y a encore plus dans l'audiovisuel, quand tu es exposé cinéma, télé, radio, il y a ce côté très star, populaire, mais dans tous les secteurs d'activité, à partir du moment où tu es célèbre, tu as de l'argent, tu as Ouais. du pouvoir, c'est en fait, tant qu'on n'a pas touché, on peut pas, c'est très difficile de comprendre à quel point en fait le monde autour de toi change complètement. Et le monde te dit en permanence, tu es célèbre, tu es beau, tu as raison. Tu vois, les chanteurs, Mm. il y en a plein qui sont hyper sympas, hyper modestes, et ils ne le savent même pas eux-mêmes quand ils viennent pour faire une émission. Tu as l'attaché de presse qui bloque tout.
Non, 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 attends, je vais aller parler, non, 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 il ne veut pas qu'on lui parle. Mmh. Et c'est pas vrai! L'autre, il attend que ça, qu'on vienne lui dire bonjour, et cetera. Et donc tu te dis: «Bah mince, il se prend pas», et toi, tu as tout un entourage, autour, mais tu peux pas savoir le nombre de fois. Moi, je me rappelle d'une chanteuse, mais c'était l'enfer. J'avais dû passer 6 barrages et quand je suis arrivé à elle, je lui dis: «Excusez-moi de vous déranger». Elle me dit: «Mais pourquoi vous me voyez?» Bah, je sais pas, on m'a dit qu'il y en avait un qui m'a dit: «Faut la vous voyez, faut pas que ça soit plus de 20 secondes, faut», Mmh. et je lui raconte tout ça, elle me dit: «Ah bah, c'est pas vrai, on vous a pas dit tout ça». Voilà, et à côté de ça, tu en as aussi qui, eux, sont complètement fous, tu vois? Quand j'ai démarré, avant d'avoir ma première émission sur TF1, je faisais une, rubrique dans l'émission Sacrée soirée de Jean-Pierre Foucault, et Madonna vient. Donc déjà, il y a un contrat de tout ce qu'il ne faut pas faire, et dans le contrat, il était stipulé que si on la croisait, nous, petits personnels, dans le couloir, interdiction de la regarder dans les yeux. Il fallait baisser le regard. Ça, c'était contractuel. Après, ça, Jean-Pierre Foucault, le raconte, c'est juste dingue. Donc, elle devait être interviewée sur un canapé. Un type vient et commence à compter le nombre de pas qu'il y a du canapé à sa loge. Et là, on lui demande: «Mais pourquoi vous faites ça? J'ai besoin de savoir le nombre de pas qu'il y a». «Mais c'est important». «Non, mais si elle me le demande, il faut que je puisse répondre, sinon je suis viré». Non mais bon, donc voilà où on en est. Donc il y a quand même des grands malades. Mais là Mais c'est un métier, voilà, ça s'est un peu calmé tout ouais. ça, mais à l'époque, c'était la folie. Et il y a cette décharge peut-être que Madonna lui avait demandé qu'on n'ait pas. Peut-être, si ça se Si trouve. ça lui J'ai fait une autre, quand j'étais sur TF1, j'ai animé quelques émissions de variété, donc il y avait 2 stars de la chanson, peu importe les noms, qui ne s'aimaient pas. Donc l'un est arrivé plus tôt que l'autre dans le studio avant que l'émission démarre. Le deuxième arrive, demande si le premier est là. On lui dit: «Oui, il est dans le studio». Donc le deuxième dit: «Eh ben, je vais tourner en taxi en attendant mon passage pour chanter autour du studio, que quelqu'un m'attende juste avec du champagne pour que de temps en temps, je m'arrête, j'ouvre la fenêtre, je boive une coupe». Et il a tourné comme ça. drôle. Mais des trucs comme ça, je peux t'en raconter 100. Donc, tu vois, ça rend fou. Vraiment, quand on dit ça rend Ouais. fou, ça rend fou. Vraiment. Oui, c'est vrai, ça rend fou. Et moi, je viens du milieu de la finance, des affaires et même de la crypto, donc là, c'est encore Ouais. plus. Euh, c'est un monde, même dans la finance, les levées de fonds, bon, la crypto, tout le monde sait que c'est un peu, c'est des Non, mais personnalités la plus la exubérantes. bourse et les traders et compagnie, c'est de la En folie. fait, à partir du moment, c'est vrai, l'argent, le pouvoir, la visibilité Ouais. rend fou. Et même dans un procédé de levée de fonds, en gros, quand tu as une start-up, c'est là d'où je viens, et que tu vas chercher des investisseurs pour lever des fonds, les gens posent la question, et au départ, j'ai pris le mot: est-ce que tu es marié? Oui. Et ils disaient même au mec: est-ce que vous êtes marié? Et en fait, quelqu'un de marié a beaucoup plus de chances d'avoir des investisseurs, parce qu'on sait que si tu es célibataire, sans attache, sans accroche, quand tu as de l'argent et que tu es visible, eh bien, tu peux vriller facilement. Ouais. Donc ça, c'est comme la famille, en fait, a un vrai ancrage et permet à tout le monde de se stabiliser, mais que tout le monde est dans tous les secteurs, tout le monde est susceptible de péter un plomb, quoi. Mais moi, voilà, je te le dis, très humblement, si, j'ai réussi ce parcours aussi long, c'est peut-être parce que j'ai quelques prédispositions pour ce métier, mais c'est à 50 parce que ma femme était là et ma famille était là et m'a gardé dans le droit chemin. Sinon, je suis pas sûr d'avoir duré aussi longtemps. D'ailleurs, quand je fais la liste de ceux qui étaient sur la grille de départ avec moi dans les années 90, tu vois, on n'est plus très nombreux parce que c'est parti un peu dans tous les sens, quoi. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, alors heureusement, j'ai aussi pris le parti de fuir à chaque fois que je le pouvais, Paris pour me retrouver avec des gens dits, normaux. Voilà. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup, hein. Et aujourd'hui, tu fais plusieurs émissions, et donc notamment sur des thématiques de consommation, de droit. Est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui n'a jamais été traité avant? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, tu sens que les gens ont de plus en plus besoin Non, c'est d'aide, besoin très d'éducation? sincèrement, j'aurais pu partir dans d'autres voies. C'est le hasard qui a voulu que les premières émissions arrivent comme ça, mais par contre, par la suite, ça m'a passionné. D'accord. Mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Au début, moi, je voulais être animateur, je savais pas trop, en fait. Le hasard a voulu qu'une première émission se passe comme ça, qu'elle se passe bien, mais après, vraiment, ça m'a passionné. Et ça m'a passionné, entre autres, j'ai pas une lumière blanche qui m'est apparue en me disant: «Tu vas aller défendre la veuve et l'orphelin, Julien». Mmh. Non, mais par contre, je t'assure que je ne supporte pas l'injustice. Mmh. Je supporte pas quand le gros écrase le petit. Et mon pied à moi, ma jouissance interne, c'est quand au gros, je lui dis: «Bah, tu vois, maintenant il y a la télé et la radio qui te parlent, on est au même niveau. Donc maintenant, on y va, c'est à moi que tu parles, c'est plus à lui». Parce que des fois, tu vois, des multinationales qui écrasent des Complètement. pauvres gens et tout. Et de pouvoir ramener ce rapport, ça m'intéresse. Ok. Et tu as parlé de lumière blanche ou ce à quoi tu te prédestinais au départ. Justement, quand tu étais petit, tu rêvais de quoi?
Alors, quand j'étais petit, c'était un classicisme. Je pense que je voulais être footballeur. Ensuite, j'ai voulu être chanteur. Mais à un moment donné, quand les fantasmes de gamin passent, avocat m'aurait plu. Je pense qu'avocat. Mais tu sais, en fait, c'est l'exercice de la plaidoirie qui m'aurait Oui, plu. oui, oui. J'aurais adoré. Et Et ben- encore maintenant, hein, tu vois, j'aurais vraiment le temps. Je me demande si je reprendrais pas mes études pour être avocat, pour me taper quelques plaidoiries. c'est- J'adorerais ça. C'est hyper drôle que tu dis ça, parce qu'à un moment, il y a quelques mois, je me disais, non mais, allez, je vais prendre un nouveau départ. Et c'est comme ça que l'émission est née. Moi, je me suis dit, mais moi, ce que j'aime, c'est pitcher. Dans le Ouais. business, c'est pitcher. Tu peux me mettre devant 300 personnes, pitcher un produit, pitcher une idée. C'est euphorisant pour moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me permettrait à la fois de mêler tout ce que j'ai fait ces dernières années et à la fois d'être dans un exercice où je partage des idées qui me plaisent et même jusqu'à un point, peut-être qu'un jour, je défendrai quelqu'un. C'est le vrai kiff. Ouais. C'est pour ça que je me suis mis après à faire des spectacles, etc. Celui qui, tu peux pas savoir ce que c'est que te retrouver devant 500 personnes et t'as tous ces yeux qui te fixent. Ils regardent pas à gauche, ils regardent pas à droite, ils te regardent. Et toi, tu dois les capter. Tu dois maîtriser ça. Tu dois pas perdre leur attention. Et c'est un exercice de dingue, de dingue. Et ça te manque la scène? Ah ouais, vraiment. Mais bon, alors là, il me reste 3-4 dates à faire. Après, je vais marquer une petite pause. Mais malheureusement, là, pour le coup, bizarrement, j'ai voulu lever un peu le pied l'année dernière en télé. Et le hasard a fait que je n'aurai jamais, la saison qui arrive là, autant travaillé de ma vie. Voilà, donc bon, je la fais et je verrai après pour y retourner. Je rêve de faire une pièce de boulevard. J'adorais ça d'être parce que moi, j'ai une one-man show, t'es quand même bien seul sur scène. Je rêve ça, mais oui, j'y retournerai. Ça, c'est le vrai métier parce que la télé ne fait. En fait, on parle à une caméra, quoi. On parle à une Ouais. machine. La radio, je les vois pas. Là, tu les as, quoi. Le contact, il est immédiat. C'est action-réaction. Ta blague, elle est drôle, il rit. Elle est pas drôle. Tu sens un espèce de vide dans la salle où je peux te dire. Et ça t'est Faut arrivé? prendre sur. Ben, bien sûr, mais au début, j'étais nul. La seule chose, encore une fois, où dans ma petite carrière sur scène, où je crois que j'ai fait le bon choix, c'est de démarrer petit. Oui. C'est de pas chercher tout de suite, parce que je m'appelais Courbet, à aller à l'Olympia. Moi, j'ai joué dans des pizzerias, etc. Une fois, j'ai joué dans une pizzeria, il y avait 40 personnes pour tester les premières blagues. Et à la fin, il y a un mec qui est venu me voir en me disant « Waouh, c'est vrai que vous lui ressemblez quand même. » Que je ressemble à qui, monsieur? Ben, Julien Courbet. Mais vous plaisantez, c'est moi. Bon, quel est se tourne vers ses copains. Ah, les gars, les mythos! Il nous dit que c'est Julien Courbet. Là, tout le monde éclate de rire. Bon, vous êtes un sosie, monsieur. Alors là, pour éviter l'humiliation, j'ai dit oui, je suis un sosie. Mais il me dit oui, mais trouvez un autre métier quand même parce que vous lui ressemblez pas vraiment. C'est drôle, mais j'étais dans des petits théâtres comme ça. J'ai joué devant 40 personnes, devant 50 personnes. J'ai joué avec la lumière qui s'éteint parce que le théâtre n'avait pas payé l'électricité. J'ai joué. Mais, comme tout, j'ai joué devant 40 personnes. Au bout de 2 ans, 100, 150, 200. Et avant d'arriver à 700, il aura fallu 10 ans, 12 ans. Mais au moins, j'ai appris le métier. Ça s'apprend, c'est comme tout. Et ça serait quoi alors ton fantasme artistique? Bon, aujourd'hui, mon fantasme artistique, je crois, ouais, ça serait une très très grosse salle, faire une très très belle salle. Ça me plairait énormément. En télé, j'ai plus trop de fantasmes artistiques. Je crois que j'ai absolument tout fait. Et en radio, voilà, essayer de continuer à. J'ai la chance d'avoir une des émissions les plus écoutées de France sur RTL, que je puisse continuer à avoir la gymnastique d'esprit le plus longtemps possible pour réagir, que ça fasse comme un boomerang quand un truc arrive, que ça reparte immédiatement. Et ça suffira amplement. On fait une rapide pause durant cet épisode pour parler de notre partenaire XTB, qui est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions de clients. XTB, c'est plus de 11 000 actifs disponibles et 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF et 0,2% au-delà. Vous avez des frais de change qui peuvent également s'appliquer. XTB, c'est également Xstation, qui est une plateforme très intuitive. Mais vous avez également une équipe française, locale, qui peut vous guider pas à pas, 5 jours sur 7. XTB est contrôlé par la CPR et l'AMF. Vous avez les ouvertures de compte gratuites et les dépôts et les retraits sont sans frais. Et vous avez une offre spéciale en ce moment jusqu'au 15 décembre, une action Veolia offerte pour toute ouverture de compte et un dépôt de plus d'1 € avec le code Sabrina. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans la légende de cette vidéo et en premier commentaire. Tu disais quand tu étais jeune, tu avais des rêves d'enfant plutôt classiques. Et aujourd'hui, est-ce que tu conseillerais à tes enfants de se lancer dans une carrière audiovisuelle? Ah oui, s'ils sont passionnés, je leur conseillerais d'aller là où tu es passionné. Tu réussis quand tu es passionné. Visiblement, ça les intéresse pas trop. Mais oui, si ça leur fait plaisir,
Il y a rien, enfin, tu réussis, moi je te dis, ça fait maintenant 35 ans, 40 ans que je fais ça parce que je te compte pas les années de... En fait, j'ai commencé moi à 22 ans. Mon premier métier, c'était la radio et la télé à 22 ans. Mais se lever le matin et te dire, chouette, je vais à la radio, mais t'as déjà tout gagné dans ta vie. Tu vois, Oui. c'est même pas une question de combien tu vas gagner, pas gagner financièrement. C'est déjà... Donc il faut aller là où on est passionné. Et si vous êtes passionné, ben, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc ça fait près de 40 ans que tu as fait de la télé ou de la radio. C'est quoi ton pire et ton meilleur souvenir? Meilleur, j'en ai plein. Alors attends, on va essayer de démarrer par... Tu peux en donner plusieurs. Hein. Le pire, peut-être le passage. Alors, c'est pas un pire souvenir, mais un mauvais passage. Le passage à France 2 était compliqué. J'arrivais de TF1, où ça se passait hyper bien. C'était vraiment une machine huilée. Il y avait un homme qui était extraordinaire, qui s'appelait Étienne Moujotte. Bim, je rentrais dans son bureau. 2 minutes après, je lui avais vendu mon idée. Il ne me demandait même pas de la détailler. Je te fais confiance, vas-y. Et ça a été une période incroyable. Il y a eu sans aucun doute Le Grand Frère, Confession intime. Les émissions partaient de tous les côtés. Bon, et puis moi, j'ai décidé que je voulais aller dans le divertissement. Il ne voulait pas que je parte là-bas. Et là-bas, je suis tombé sur un truc qui... Alors là, pour le coup, je suis très privé. Et là, c'était du public et les compromis. Et quand vous arrivez dans le bureau pour dire j'ai une idée, qu'on vous dit attends, avant d'avoir ton idée, tu connais un ministre, tu connais un député, il y a quelqu'un qui peut t'appuyer parce que sinon ça sert à rien. Et là, j'ai été un peu malheureux parce que je me suis retrouvé complètement perdu. Alors, je dis pas que c'est le cas maintenant. Moi, on est bien d'accord que c'était le France 2 d'il y a 20 ans ou d'il y a 15 ans. Mais je me suis senti, j'étais vraiment pas à l'aise. C'était que des compromis, t'allais, on te dit oui, mais pour ton émission là que tu veux faire, t'as un rédacteur en chef? Non, t'en as pas. Si, j'en ai un. Non, non, tu n'en as pas. Si, j'en ai un. Non, tu n'en as pas parce que nous, on en a un pour toi. Ah, pardon. Oh non, j'en ai pas en fait. Et c'était le cousin, le machin, mais c'était ça tout le temps. Et c'est terrible, c'est terrible. Quand t'es un puriste, que t'es heureux d'arriver avec ton idée, que tu te dis, va falloir faire tout ça. Donc ça n'a pas été terrible. Un autre souvenir, là, pour le coup, sur TF1, où j'ai eu le droit à un peu de censure. Et ça m'avait terriblement touché. C'était une émission où on avait réussi à piéger quelqu'un. En fait, un homme nous écrit, il nous dit, voilà, j'étais marié, j'ai divorcé, ma femme s'est remise depuis avec un autre homme qui travaille au fisc. Et dès que j'ai du retard dans ma pension alimentaire, le type me convoque aux impôts, alors que lui n'a rien à voir avec la pension alimentaire, puisque c'est lui, c'est le nouvel amant de nanana, enfin, c'est son copain. Et me fait des menaces en me disant, je te préviens, si tu ne paies pas la pension à ta femme, je vais te massacrer. Et moi, j'y crois pas. Je dis, c'est pas possible. Quelqu'un qui travaille aux impôts ne peut pas se permettre de faire ça. Mais je s'assure que c'est vrai. Je dis, bah, vous savez quoi? Je vous mets une caméra cachée. Oui. Puis vous allez attendre la prochaine convocation. 15 jours après, il est convoqué aux impôts. Le mec le C'est génial. en lui disant, si tu ne paies pas, puis d'ailleurs tu vas donner plus. On voit la caméra cachée. On se dit, putain, incroyable, parce que c'est quand même une bombe. Donc du coup, ça devient le point le plus important de l'émission qui doit passer. Et on fait une bêtise, c'est qu'on le met dans la bande-annonce. Les impôts rappelaient TF1 en leur disant, voilà, 2 choses. Soit ça passe et vous prenez un contrôle fiscal, soit ça passe pas et il n'y en aura pas. Et là, on m'appelle, on me dit, on va couper les 20 minutes d'émission. Et ça m'a traumatisé parce que je me suis dit, mince, c'est comme ça que ça se passe. C'est là où j'ai compris que malheureusement, c'était pas aussi simple que ça, la vie. Et ils m'ont coupé. J'aurais fait la gueule, j'aurais pas adressé la parole pendant 15 jours, mais ils m'ont coupé le truc. Alors j'ai toujours, si jamais un contrôle fiscal devait arriver, la caméra cachée dans un coffre. Hein, ceci étant dit, elle peut ressortir à n'importe quel moment. Non, C'est mais une menace. non, mais je plaisante. Depuis, j'ai été contrôlé plein de fois. Mais tu vois, voilà, c'est aussi des choses que les téléspectateurs, ça peut toujours ce qui se passe. Après, les bons souvenirs, la première de Sans aucun doute, où tu arrives, voilà, ton rêve est là, mais j'ai envie de te dire que ça sera quand même la première d'RTL. Mon rêve, c'était la radio. D'accord. Moi, j'ai démarré sur de la radio libre, donc ma génération, nous, on a connu l'époque où il n'y avait que 3 radios, Europe 1, RMC, RTL, et François Mitterrand, bim, un jour dit, je lance les radios FM, les petites radios libres. Et, enfin, tu peux pas savoir la révolution que c'était. Des radios, en plus, que quand on était gamin, écouter RTL Europe 1, on s'emmerdait un peu, c'était que du blabla. Tout d'un coup, tu avais ton radio-réveil, tu zappais, tu avais des radios qui balançaient de la musique, du funk, des animateurs qui avaient de l'écho, mais ça nous faisait... Et moi, tout de suite, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ma vie,
elle est là. Mais malgré tout, RTL, c'était la radio de Fabrice, Foucault, Bouvard, c'était le Graal, quoi. Et je m'étais dit: «Putain, si un jour je pouvais arriver à RTL» et un jour je me suis retrouvé devant le micro et je me rappelle les premiers mots, j'en avais les larmes aux yeux en me disant: «Putain, j'ai réussi, quoi». C'est beau. Donc ça, c'est des beaux souvenirs et après bon, il y a eu un milliard de bonnes nouvelles, hein. Et à la télé alors? Bien sûr. La télé, c'est ce que je te disais, la première émission de télé, également. Après, se dire qu'on fait une émission de télé pour faire de l'audience, moi je ne le renie absolument pas et pour gagner sa vie, mais se dire qu'en plus de tout ça, tu as quand même fait le bien et on a réglé le problème d'un homme et d'une femme qui étaient tellement heureux pour leur règle que lui a fait un arrêt cardiaque sur le plateau, de joie. Alors il va bien et cetera. Alors l'histoire en 2 mots, c'est un couple d'artisans. Les artisans sont très mal protégés par la retraite. Donc s'ils mettent pas des sous de côté tout au long de leur vie, quand la retraite arrive, ils ont rien. Donc c'est ce qu'ils font, ils mettent tout ce qu'ils peuvent de côté en se disant: «Pour la retraite, en prenant un petit peu tous les mois et en rajoutant la petite retraite, on pourra manger». Et ils ont un conseiller en assurance qui vient chez eux, qui commence à prendre l'apéro, puis il revient une 2e fois, une 3e fois, il leur dit: «Mais tout cet argent que vous avez mis de côté, pour votre retraite, il est bien placé, mais je vais te le placer». Bim, il prend les sous et il se sauve avec. Ouais. La retraite arrive, ils sont ruinés. Donc ils n'ont même plus de quoi manger. Ils vont au Resto du Cœur. Donc la nana déjà t'explique l'humiliation quand tu as travaillé honnêtement toute ta vie, Mmh. de te retrouver à aller faire la mendicité au Resto du Cœur. On se bat, on s'est battu comme des chiens pour récupérer l'argent et on l'a récupéré, il nous aura fallu 1 an et demi parce que l'assurance disait oui. En fait, le type était salarié d'une assurance. Moi, j'ai appelé l'assurance en lui disant: «C'est votre salarié, vous êtes responsable, Oui. vous les remboursez, vous vous débrouillez avec lui, vous voulez pas» et au bout d'1 an et demi, on a réussi. Et on les convoque, ils étaient pas au courant et je leur remets le chèque. Et là, pour une fois dans ma vie, je me suis dit: «Quoi qu'il arrive de tout ce que tu as fait, tu auras au moins fait ça». Mmh. On pourra au moins dire, elle, en larmes et lui, quand il a vu le chèque, ses mains se sont mis à trembler. Il a fait un arrêt cardiaque, hein. Alors, un petit, tu vois, un mini, mais il s'est évanoui et voilà. Et je vais te dire pourquoi ça reste un très bon souvenir pour moi. Parce qu'avec le chèque, figure-toi, la première chose qu'il a fait, il a été acheter d'occasion une vieille camionnette, il l'a retapée, il l'a logotisé Resto du Cœur et maintenant, en tant que bénévole, il va chercher la nourriture dans les hyper pour les donner aux... C'est hyper beau. Donc voilà, c'est des moments où tu te dis quand même, on fait pas non plus que de la daube, on fait aussi de temps en temps des choses bien, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de ta mauvaise expérience dans le service public. Je pense qu'aujourd'hui, France 2 et même le service public, ils sont toujours à la ramasse par rapport aux chaînes privées. Ah non, France 2, honnêtement, alors attends, honnêtement, France 2, ils ont quand même bien relevé, alors mais vraiment, mais alors c'est surtout, on parlait de Netflix tout à l'heure, et pour revenir sur cette conversation, ceux qui bénéficient à 200% de l'effet Netflix, Prime et de toute la jeune génération, votre génération qui allait sur les réseaux sociaux, c'est France 3. Parce que les vieux, les personnes âgées, ils n'y vont pas. Eux, ils n'iront jamais. Donc ta grand-mère, etc., eux, ils font sur France 3, où ils trouvent des séries comme ils les aiment, bien cool, meurtre sur la Oui, côte c'est vrai, en plus, c'est basque, vrai, etc. Plus belle la vie, etc. C'est Et vrai que c'est ils un service font public. des cartons. Les leaders aujourd'hui en prime time, ce n'est pas les séries américaines de TF1, c'est Meurtre en Guadeloupe, c'est tous ces trucs qui se passent. Alors ils sont très meurtres, mais quand ça se passe sur la côte d'Opale, etc., ils font un malheur. Non, non, le service public, au contraire, se porte super bien. Alors eux, maintenant, ils vont avoir un autre problème, c'est que évidemment, l'État coupe le robinet, puisqu'il faut faire des économies. Donc, ils arrivaient à faire des programmes avec de l'argent qui n'est pas celui de la publicité, avec celui de nos impôts. Et là, ils sont obligés, c'est pour ça qu'ils arrêtent Question pour un champion, ce qui est un truc de société énorme. Enfin, pour les vieux, arrêter de Question pour un champion, je peux te dire que c'est un truc de dingue. Donc là, ils vont rentrer dans une période peut-être un peu plus compliquée. Et sur un sujet un peu plus deep, toujours politique, il y a beaucoup, parce que toi, en plus d'être un entertainer, tu es aussi un chef d'entreprise, il y en a beaucoup dans ta posture qui partent parce que politique économique est austère, parce que tu es restreint, etc. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'envie de partir, de t'expatrier, parce que le climat économique en France n'est pas le meilleur? Alors aujourd'hui, m'expatrier n'aurait aucun sens, puisque Aujourd'hui, non. je travaille en France, etc. Mais je ne partirai pas, si tu veux. C'est quelque chose que je pourrais faire plus tard, mais pas à la retraite, pas en tant qu'actif. Si effectivement je sens que dans mon pays les choses ne vont pas et que je ne me sens pas bien et à l'aise là-dessus, peut-être que je pourrais prendre la décision de partir. Enfin, c'est pas du tout à l'ordre du jour.
Mais économiquement, moi, ma vie, elle est là, hein. Donc je paie Oui, mes oui, impôts pour en tes France, je paie activités. mes activités, elles sont là. J'aurais pas grand intérêt, à aller à l'étranger. Et puis après, je vais te dire, franchement, pour avoir quand même pas mal voyagé, moi, j'ai la chance d'être amoureux d'une région qui est le Cap Ferret, où je vais, aller vivre très rapidement et cetera. Même si je devais, enfin l'argent, tu vois, je préfère payer des impôts et être bien chez moi que me retrouver dans un pays pour essayer de gratter, quelques billets. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, j'ai appris au moins ce que j'ai appris de la vie durant toutes ces années, c'est que le bien-être passe avant tout. Franchement, oui, évidemment on va pas se mentir, plus tu as d'argent, voilà, tu fais plus de choses. Mais le bien-être, te sentir bien dans tes baskets, avec des gens que tu aimes, à un endroit que tu aimes, ça vaut mais vraiment tout l'or du monde, mais vraiment. C'est vrai que comme je reçois beaucoup de patrons et cetera, c'est un sujet qui revient tout le temps. Ouais, mais alors peut-être qu'aussi on parle pas de mêmes moyens, effectivement. Je peux aussi comprendre. Alors peut-être que celui qui a 100 millions à qui on dit: «On va t'en prendre 60». Non, mais c'est vrai, tu vois? Peut-être que je peux comprendre qu'ils disent: «Ben, moi je m'en vais». Alors il est pas très patriotique, je m'en vais et cetera. Mais moi je suis pas à ces niveaux-là, donc OK, je paie des impôts, mais il m'en reste suffisamment pour faire ce que j'ai envie de faire. Et ah oui, bah, parlons tiens de patriotisme. C'est bientôt les élections et cetera et je vais recevoir pas mal de politiques et par ailleurs pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, tu sais, tu parlais souvent, tu disais: «Les artistes, ils sont sympas», mais c'est, voilà, leur espèce d'équipe, qui à chaque fois les fait paraître soit antipathiques, soit met des barrières et c'est vrai que je parle à des politiques, notamment du gouvernement, donc eux sont hyper motivés à l'idée de passer, ils sont très gentils, ils veulent m'aider à faire décoller l'émission et cetera et en fait, c'est leur équipe qui bloque parce que c'est pas dans la stratégie de Mmh. communication. Leur équipe, est extrêmement condescendante dans leur manière de s'adresser, Et ils sont que pas ce soit à moi compris. ou à Et d'autres, hein. ils sont à côté de la plaque, hein, je vais te dire, ils sont à côté de la plaque parce que c'est le naturel qui paie. Mmh. C'est venir, te parler Ouais. avec le cœur, c'est aller et cetera. Mais effectivement, ils sont payés pour ça et il faut qu'ils justifient leur salaire. Donc ils font des espèces de plans de communication. On va faire LCI parce que machin, on va les faire et c'est comme ça que tout d'un coup, bah, Macron se retrouve avec, Carlito Mmh. parce que quelqu'un a dû lui dire: «C'est vachement bien qu'il y aille», mais est-ce qu'il avait envie d'y aller? Est-ce qu'il le regardait Carlito? Mmh. Moi demain si Carlito m'appelle, je ne le connais pas. Je Mmh. sais qu'il existe, mais je regarde pas ses vidéos parce que j'ai pas l'âge. Mmh. Comme lui, il regarde pas mes émissions, mais c'est aller faire un truc que tu as pas envie de faire parce que ton conseiller en communication t'a dit et Oui. c'est pour ça et ça moi, c'est ce que je te disais dans les années 90, on te disait: «Il faut que tu fasses une photo». C'était ridicule, c'était toujours les mêmes photos. Amuse-toi à feuilleter les galas des années 90, tu as toujours l'animateur assis au bord de la piscine, avec un cocktail, avec le petit parasol, en train de lire, un journal qu'il n'a jamais lu de sa vie, vacances studieuses pour machin, dans un bel hôtel et Mais tu sais que ça compagnie. existe toujours, il y a Ouais. toujours les fausses Et un paparazzas. jour, j'ai Oui. dit mais bien sûr, et un jour j'ai dit: «Stop, c'est ridicule». J'ai pété les plombs, j'ai dit: «Mais je lis même pas votre putain de journal et j'ai horreur des cocktails. Donc mettez-moi une Kronenbourg» et j'ai dit: Ça n'a rien changé dans ma carrière, j'ai pas perdu un téléspectateur». Donc c'est le naturel qui paie ses feelings. Ils ont rien compris les politiques qui font ça, rien du Ah tout. bah, là encore cet été, tous les politiques que vous verrez dans les magazines et cetera, en fait, c'est des paparazzades organisées et en fonction de l'image qu'on veut donner aux politiques, on lui dit: «Va te mettre sur un jet ski, contracte les abdos, mets-toi avec ta fille, ta femme» et cetera. Tout ça est extrêmement calculé et fait partie d'une propagande. Enfin, J'étais dans un dîner un jour, et je le fais rarement, un type qui a organisé un dîner avec un ministre. Et on était 20 autour de la table. Et le but du jeu, c'est d'écouter, de lui poser des questions, ce qu'il avait à dire. Et j'y étais à contre-cœur parce que je me suis dit, je vais m'emmerder. Et comme il n'y avait pas de caméra, mmh, mais le type a été passionnant. Il parlait librement, etc. Et quand ils auront compris que c'est comme ça qu'il mmh. faut expliquer, alors que ça soit sur Unchained, que ça soit sur TF1, mais ne je te dis pas, les plans de communication, ça ne marche plus. Je crois fermement au naturel. Mmh. Parle avec ton cœur et les gens vont lire, tu vois, ton programme. Ils n'ont pas besoin de les phrases toutes faites, les Ah mais c'est que ça et puis même on voit, après il y en a beaucoup c'est beaucoup aux États-Unis, on le voit plus, même des plagiats, de politiques qui plagient des créateurs de contenu ou d'autres politiques. Ils refont le même discours et puis après ils se font lyncher et c'est aussi beaucoup ce qu'on voit, en France de plus en plus. Donc ils perdent leur authenticité. ben, c'est voilà, c'est le mot que j'allais prononcer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est authenticité. Voilà. Mmh, Sois authentique. Alors, on parle des métiers des médias, mais je suppose que ça marche ailleurs. Je pense que l'authenticité, elle paie. Et cette fidélité qu'ont peut-être un petit peu les gens par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai jamais vraiment essayé, tu vois, d'être un autre, de jouer un personnage, de leur mentir, etc. Quand je fais des bides, je dis des bides. mmh. Moi, quand je me suis fait virer de France 2, à la fin de l'émission, j'ai dit: «Les amis, j'ai raté l'émission».
Et si elle s'arrête, et je m'excuse auprès de tout le monde, c'est parce que on m'avait dit pourtant fais pas ça, je l'ai fait, je me suis entêté, tant pis pour moi, Mm. c'est mon échec et c'est la vérité. Et on me disait mais tu peux pas dire que c'est un bide, on dit jamais que c'est un bide. Mais c'est un bide. Donc tu dis aux gens c'est un bide, ils sont pas idiots. Ça veut pas dire que je vais faire des bides toute ma vie. Quand tu rates, tu rates. Quand tu fais un film, que tu fais 4 entrées, tu dis pas oui, mais d'un autre côté, ils me le mettent en plein été. C'est comme les animateurs télé qui disent oui, j'ai été mal programmé, etc. C'est pas vrai. Ça Les n'existe pas. Alors spectateurs ne évidemment, comprennent pas si assez. tu as le dernier James Bond en première diff face à toi, tu feras un peu moins, mais tu feras pas non plus un bide si ton émission est bonne. Si elle est mauvaise, tu feras. C'est ça, c'est reconnaître les gens sont pas idiots. Maintenant, ils captent tout. Et surtout, il y en a beaucoup qui ont toujours pas compris que les gens, quand ils regardent la télé, qu'ils écoutent la radio, ils décryptent. C'est fini. Avant, tu pouvais leur faire avaler un peu de couleuvre. C'est terminé. Ils comprennent si on est en train de te mentir, si on est en train. Et ils le paient. Et toi qui as parlé beaucoup de justement de tes erreurs, des bides, est-ce que tu n'as pas plus appris quand tu as fait tes bides que quand tu étais en Bien succès sûr, finalement? complètement. Mais complètement, mais tu as entièrement raison. Moi, les bides ont été hyper salvateurs pour moi, parce que je me suis pas entêté, parce que j'ai cherché à les analyser par la suite. Tu sais, je crois que l'une des clés de la réussite, c'est s'auto-évaluer. Celui qui sait s'auto-évaluer, il peut aller très loin. S'auto-évaluer, c'est-à-dire être capable de dire, tiens, si demain on me dit, tiens, tu vas faire l'amour est dans le pré, Karine Le Marchand s'en va, je n'irai pas. Je suis incapable de le faire. Mais quand t'es chien fou, à 30 ans, on te dit je prends tout, donnez-moi le journal de 20 heures, je vais faire la météo, mais je sais tout faire. C'est pas vrai. Et quand tu es capable de te dire ça, je sais le faire, ça va marcher, ça, je sais pas, n'y va pas, là, tu as tout gagné. Et sur un sujet complètement différent, est-ce que tu es spirituel? Alors, je suis croyant, alors je suis plus pratiquant, je suis chrétien. Donc voilà, je crois. Ça t'a aidé effectivement. ça justement quand tu disais que tu as gardé les pieds sur terre? Est-ce que c'est Non, pas vraiment. Je vais pas te faire croire ça. Non, non, non. Non, je suis pas super spirituel pour tout te dire. Voilà, là, on parle de croyances religieuses, mais sinon, dans la vie, je suis pas super spirituel. Je suis plus pour me poser, dire voilà, tu as un souci, il y a 2 solutions. Tu l'occultes ou tu l'affrontes de face. Ouais. Si tu l'affrontes, accepte de te faire du mal pendant quelques jours pour te dire que tu as été nul, que tu as été un imbécile et tu verras que tu avanceras mieux. Ça, oui, je le fais. Maintenant, après, je suis pas très spirituel. C'est une philosophie de vie, Peut-être. c'est regarder la réalité, accepter, stoïcisme, c'est un échec, OK, j'avance, comment j'en fais quelque chose de bien, quoi. Et tu vois, moi, par exemple, je faisais des réunions, il fallait que j'ai raison. Alors, j'avais tout mon personnel, hein, jusqu'à un moment donné où moi-même, je me suis dit, maintenant, quand la personne parle, tu n'as pas le droit, quand elle parle, de l'interrompre et tu notes sur un cahier ce qui me faisait ronger mon frein et compagnie. Après, ça me permettait de me poser et de dire, finalement, tu as dit un truc intéressant. Tu vois, au lieu de dire, parce que toi, tu arrives en disant, il faut faire blanc. Bon, les gars, je vous ai réunis pour la nouvelle émission, il faut faire blanc. Qui pense, non, je pense qu'il faut faire, mais non, laisse-moi faire, il faut faire blanc. Et un jour, j'ai dit, tu vas te taire et t'obliger, pour t'obliger à te taire et écouter, tu vas noter, un petit moyen, tout ce qu'on te dit. Comme ça, t'écoutes. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je me disais, putain, mais c'est pas idiot ce qu'il est en train de dire. Ah, putain, Ça m'a posé un peu, quoi. Dans une totale haute thématique, dispute avec mon conjoint pour être sûr de pas lui couper la parole, c'était, il y avait une corbeille de fruits, dès que je tiens la pomme, t'as pas le droit de parler. C'est exactement Mais pareil. non, mais c'est tout con, mais c'est vrai. C'est comme ça que tu te rends compte que tu coupes toujours la parole. Quand tu coupes la parole, tu penses que t'as raison, alors que là, t'es obligé de te la fermer. Après, il y a le petit truc un peu ridicule de, ça devient risible la situation avec notre salade de fruits, quoi. Mais oui, j'étais comme ça aussi. Ça, et aussi savoir ne pas aller à l'affrontement. Ouais. C'est-à-dire te dire, attends, si tu sais que tu vas dans cette pièce à ce moment-là, tu sais très bien que ça va mal se passer, donc tu n'y vas pas, et comme ça tu règles le problème, tu y vas après. Mais ça, tu le fais souvent en vieillissant, en prenant du recul, mais c'est des secrets. Tu sais, on parle de la difficulté d'avoir une carrière, c'est la difficulté de tenir un couple longtemps. Faut pas te Complètement. mentir, tenir 27 ans un mariage, c'est très très long, hein. Donc il faut faire énormément d'efforts, se remettre en cause, se poser des questions. C'est plus compliqué même, je pense, que de faire de la télé. Et le secret, c'est quoi? C'est rester ami après 25 ans avec son conjoint. C'est savoir C'est rester être ami. à l'écoute, bon après, il faut être amoureux quand même, que tu le veuilles ou non, mais il faut Oui, être oui. à l'écoute, faut partager, faut accepter de ne pas dire non, non, j'ai pas envie, de se dire bon allez, ok, on y va si tu as envie de faire ça, mais à condition que toi tu viennes faire ça. Mm. Essayer de toujours trouver des petites choses. Maintenant j'ai une complicité incroyable
avec mon épouse et c'est beaucoup mieux que l'amour. C'est génial Mmh. de pouvoir, mais c'est pas évident, mais il y a des moments compliqués où il faut savoir prendre sur soi et se dire alors c'est dommage, j'allais vous montrer mon alliance, mais en fait, je l'ai sortie pour une raison simple, c'est qu'elle me faisait tellement de marre que j'ai dit: «Je vais laisser mon doigt reposer pendant l'été» parce que le sang passait plus. Mais c'est à un moment donné, la regarder, se dire: «Bon, ça veut dire quelque chose, cette Mmh. alliance, donc ça veut dire qu'à un moment donné, pars pas en vrille. Voilà, fais l'effort, ça te fait mal, tu perds la bataille, basta, mais tu marié, donc tu gagneras la prochaine, quoi». Et du coup, à travers, toute cette carrière aux multiples rebondissements, tu as changé plusieurs fois et cetera, ça a eu un impact dans ton couple? Ça a eu un impact, non. OK. Pas le boulot, absolument pas, parce que de ce OK. côté-là, ma femme m'a toujours dit: «Bah, c'est pas grave, on s'en fout et puis si OK. tu dois devenir boulanger, tu seras boulanger et peu importe, on est en bonne santé, on a des enfants, ça marche, ça marche». Elle m'a toujours poussé: «Vas-y, bah, tu te plantes, c'est pas grave», non, non, elle a eu très, très peur, un petit peu sur le passage à C8. Non pas, elle m'a dit: «Mais te retrouver autour d'une table comme ça, Julien, tu as ton âge, tout, tu es sûr que là, pour le coup, tu vas pas être malheureux et cetera?» Et non, j'ai dit: «J'y vais». Elle m'a dit: «Bon, bah, si tu crois qu'il faut y aller, il faut y aller». Mais de ce côté-là, elle a vraiment été, une partenaire et puis alors après, ce qui a été génial, c'est que moi, je ne m'occupe absolument pas du financier et du contractuel. C'est elle qui s'en occupe parce Mmh. qu'elle est, elle a fait des études pour ça et tout et ça, c'est génial. On a chacun elle s'occupe pas de l'artistique, moi, elle s'occupe de la boîte, elle peut faire ce qu'elle veut. Ah, vous êtes un bon binôme. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est super, j'ai de la chance pour ça. Mais et justement, tu parlais de ton switch sur, C8 et à l'époque, quand je regardais, TPMP et je l'avais trouvé super réussi. Parce que ma génération ne te connaissait que dans des rôles Exactement. J'ai hyper rajeuni sérieux. beaucoup mon public et grâce à lui, c'est pour ça que souvent on Ouais. essaie de me faire cracher dans la soupe sur, Cyril Hanouna qui a je lui ai dit les yeux dans les yeux, je lui ai dit, je l'ai dit à sur l'antenne, qui a évidemment des défauts. Il y a des moments, tu as envie juste de lui dire: «Oh, tu me fais chier Cyril». Mais à côté de ça, moi, ça m'a permis de découvrir des tas de choses, d'animer différemment. Ça a complètement relancé. Moi, c'est vraiment une date clé dans ma Ah, carrière et je lui suis reconnaissant ça a pour été ça. super positif parce qu'en plus, il y avait eu plusieurs essais avec des gens qui étaient hyper légitimes sur des sauges beaucoup plus sérieuses, genre Rachid Arabe et cetera, où ça a été un échec. Je crois qu'il est resté 3 fois. Mais ça a un peu nui à son image, alors que toi qui venais Ouais, dans mais une posture beaucoup plus sérieuse. ça s'est mal passé avec Ouais. ceux qui ou alors, qui n'avaient pas réfléchi où ils mettaient les pieds. Mmh. Enfin, Mais moi, tu as jamais été tourné en quand ridicule j'y en avais été, plus. je savais qu'au bout de 4 jours, j'allais devoir me déguiser. En quoi que ce soit, que j'allais prendre une tarte à la crème dans la figure, Mais que c'était j'ai ouais, c'était bon enfant, ça se sentait ah ouais, mais que, du coup, ça m'amusait. ouais, ouais. Alors les gens me disaient: «Ah, tu te rends compte, hier soir, on t'a vu, tu étais habillé en Scheim, tu ridicule». Je dis: «Ouais, mais tu sais quoi, monsieur Marais?» Donc à partir de là et je pense que les gens, ils te regardent, ils te voient se marrer, ils se disent: «Bon, bah, écoute, c'est sympa». Mais si tu viens en disant: «Attends, je vais aller, apporter du sérieux dans l'émission», mais bah, avec Cyril, tu vas apporter du sérieux, mais tu es fou et tu acceptes qu'il soit le numéro 1. Basta! Ça ne se discute même pas. S'il dit blanc, tu devras faire blanc, que tu le veuilles ou non. C'est tout. Si tu acceptes pas ça, tu n'y vas pas. Mais moi, ce que j'ai horreur, c'est les gens qui vont et qui après disent: «Ouais, non, fallait pas y Ah mais aller» et puis tu pouvais partir. ouais, ouais. Alors moi, par contre, là où ça s'est aussi super bien passé, c'est que mon deal avec Cyril, c'est que j'avais pas de contrat. Je lui ai D'accord. dit: «Je ne veux pas de contrat, je veux pouvoir partir le lundi soir, si j'ai pas envie de venir mardi. Mais toi, tu peux me virer Mmh. le lundi soir et on se doit rien». Et ça a donné quand même une certaine confiance. Du coup, on se Complètement. dit, il n'y avait pas un rapport contractuel de Mmh, l'un mmh envers mh. l'autre. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que moi, ça me faisait pas vivre. Mmh. Moi, ce qui me faisait vivre, c'était RTL, c'était mes productions de télé. Là, j'y Mmh. allais, bon, effectivement, il y avait un cachet, mais qui ne rentrait en c'est pas ça qui me faisait manger. Donc à partir de là, ça ne pouvait être que du plaisir, quoi. Et donc tu dis que tu as des sociétés et en plus, pour revenir encore sur ta posture chef d'entreprise et entertainer, c'est quoi le tronc commun? Quelles sont les qualités que tu voilà, ce que tu pratiques au quotidien en tant que bon chef Encore une d'entreprise et fois, bon entertainer? tu t'es auto-évalué. Je Ouais. suis nul en tant que financier. Je ne suis absolument pas un gestionnaire et je ne suis absolument pas un organisateur. Je suis un animateur et un créateur. Donc à partir de là, dans toutes les boîtes que j'ai eues, eh ben, il y a eu quelqu'un qui s'occupait de la finance, il y a eu quelqu'un qui s'occupait de ça, et je ne En m'occupais fait, c'est que la de ce que je savais faire. ouais. Je m'intéressais de temps en temps à ce qui se passait, mais basta, tu peux pas savoir à quel point ça m'ennuie de Alors toi, parler c'est la vision. comptabilité ou quoi que ce soit. Être le visionnaire,
Voilà. être le Après, fédérateur. le problème, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes, parce que tu Ouais. peux aussi tomber sur un rigolo qui te coule la boîte, hein, Mmh. si tu surveilles pas. Mais là encore, ma femme est intervenue Mais parce bien. qu'avant, j'ai fait des mauvaises affaires avec des gens à qui j'ai fait confiance et qui ont fait n'importe quoi, jusqu'au jour où elle est arrivée et elle a planifié tout ça et là, pim, tout est rentré dans les cases. Ma femme, c'est, Excel woman, tu vois? Tu peux pas et à partir de là, c'est génial, je ne m'occupe de rien. Je t'assure et les gens croient pas quand je dis: «Je suis incapable de te dire ce que j'ai sur mon compte en banque». Je n'en sais rien. Quand j'ai besoin d'argent, j'en demande à la femme. Les hommes, ne Je fais le faites petit renouvellement ne faites bancaire. pas tous confiance Mais comme ça à non. votre femme, hein, c'est, Mais elle pourrait se barrer avec tout. Elle a procuration sur tous. Demain, elle me ruine. Voilà, c'est comme ça, mais ça m'intéresse oh, pas. c'est un Donc, beau moi, ce que binôme. je veux, c'est Je pouvoir rêverais créer des d'avoir ce trucs. genre de couple. C'est beau d'avoir un beau binôme. Et la prochaine personne après toi que je vais interviewer, c'est un politique. Qu'est-ce que, si de manière anonyme, tu devais adresser un message, bon, qui ne sera pas anonyme parce qu'on est filmé, je me rends compte, tu devrais adresser un message aux politiques aujourd'hui. Qu'est-ce que Je ça leur serait? dirais, la meilleure chose, c'est le bon sens. Faites jouer le bon sens. Arrêtez de dire, si je fais ça, un tel votera pas pour moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la moitié de ça, comme ça j'aurai la moitié, et ça ne marche pas. À un moment donné, là, tu vois, on fait une émission, ton émission, c'est une interview. Mm. Tu as pas tout d'un coup, tu as pas dit, ben maintenant tu vas chanter. Ben maintenant, Si tu n'es pas au courant, Julien, non. rechanter. maintenant, tu vois, voilà, tu poses les questions que tu veux, peu importe. Et le compromis tue. Alors, à un moment donné, prenons une voie, qu'elle soit à droite ou à gauche, on va jusqu'au bout. Si ça marche pas, on change, mais arrêtez les compromis, ça ne marche pas. Mais Ça ne c'est marche pas. compromis, copinage, comme tu l'as vu, ta petite expérience Ouais. dans le secteur public, c'est Pour ça, avoir le à grande pouvoir. échelle. Mais c'est pour avoir. Si tu veux, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas régler les problèmes de la France, ils veulent être élus. Et ça change tout. C'est deux notions complètement différentes. C'est deux notions complètement différentes. Quand tu veux sauver la France, tu te dis, ben, si le fait de ne pas être élu peut aider la France, eh ben, j'y vais pas. Je me retire parce qu'il y aura un tel, je suis en train d'affaiblir un tel C'est ça. qui lui peut régler les problèmes et il les réglera mieux puisqu'il a plus d'électeurs que moi. Mais non, j'y vais quand même, donc j'affaiblis. Donc après, tu te retrouves avec ah ben alors attends, pour pouvoir faire passer la loi, donc ben tiens, toi, tu voulais 10, tu auras 3, ça Ouais, te c'est va, ça. toi 2, toi 5, donc c'est une demi-loi, je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière. Et c'est pas vrai quand ils disent, moi il me tarde d'avoir un type qui dise, je me retire de l'élection parce que je sais que je ne vais pas être élu. Parce qu'en fait, dès le début, tu en as au moins 8 qui savent qu'ils ne seront pas élus. La France entière le sait. Mais ils y vont quand même. Donc, du coup, ils affaiblissent les autres et on se retrouve des fois à se dire, oh là là, mais alors du coup, il y a tel parti qui va prendre le pouvoir. Et tout ça, ça ne peut pas marcher. Ah bah il y a un chaos depuis la dissolution, bon déjà avant, mais depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, et certains disaient que c'est parce que Macron ne souhaite pas être réélu qu'il se permettait de faire une grande mesure pour la France, pour le bien collectif. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le climat politique, c'est délétère. Et juste à titre anecdotique, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle mesure que veut prendre Bayrou en supprimant les jours fériés des Français pour rembourser la dette C'est une demi-mesure. Moi, je vais te dire, moi, ça ne me concerne pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que toute ma vie, j'ai travaillé des fois 7 jours sur 7. Oui. Bon, voilà, j'ai la chance et j'aime mon boulot. Donc, je comprends ceux qui ont dit que tu vas travailler, mais enfin, c'est des demi-mesures. Enfin, tu ne règles pas une dette de je ne sais combien de milliards en disant, tu vois, c'est de l'effet d'annonce. C'est toujours ce que je te dis. C'est tape fort une fois pour toutes. Prends une vraie décision, mais comme si tu dis à quelqu'un qui veut maigrir. Prends le Ozempic aujourd'hui. Ouais, tu vois, au lieu d'avoir 6 verres de whisky, prends-en que 5. Non, vieux, si tu veux maigrir, tu ne bois plus du tout de whisky. Basta pendant Et est-ce qu'il y en 4 a un aujourd'hui qui t'inspire, que ce soit en France ou Non, mais à là, si tu veux, je ne te l'international? dirai pas parce que ça a des conséquences. Après, tu peux pas savoir. Nous, derrière, dès qu'on est connu. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu, je vais te dire pourquoi, parler politique. Parce qu'il y a des gens qui me font vraiment confiance. Et je pense qu'il y a des gens, si je leur disais voter un tel ou voter un tel, ils le feraient. Parce que comme M. Courbet l'a dit, on le fait. Ok. Donc, je ne veux pas les influencer là-dessus. Je leur dis juste, votez pour le plus sincère. Essayez, et c'est facile. Hein. Tu sais, quand tu regardes, votez pour celui qui vous semble avoir vraiment envie de le faire et qui est capable de le faire. Il y a plein de maires qui sont comme ça. Moi, je repère plein de maires dans les chaînes info où tu te dis, putain, ce mec... Et c'est pas eux qui se présentent, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'en haut lieu, on a décidé que ça serait pas lui. Donc voilà. Mais on est assez mal barré. Je te le dis honnêtement. Je suis pas très confiant pour l'avenir. Bon. Ben merci beaucoup. Ben, Sur merci à sur vous. ces quelques mots pessimistes,
Non, mais bon, en fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais voilà, il va falloir quand même qu'un jour ou l'autre, je pense que le pouvoir rend fou. Ça Oui, le aussi, tu pouvoir vois, je l'ai vu tout au long de ma vie, le pouvoir rend fou. Mais quand je dis fou, je pense que, tu sais, quand on dit des fois, il pourrait tuer sa mère, je suis pas loin de penser que certains, à un moment donné, ont dû penser à sacrifier leur propre famille. Et s'ils le faisaient, si on leur disait, voilà, dis que ton frère est un escroc, je te rassure, ça te rapportera des voix et tu seras élu. Je suis pas certain qu'il n'y en ait pas qui le ferait, Mais malheureusement. mais premier degré, en fait, j'ai écrit un bouquin justement sur ça, sur les grands hommes d'affaires, les grands hommes politiques. Il y a tout un chapitre sur le fait que ça rend fou, mais même c'est biologique, c'est anthropologique, il y a un effet social, il y a un effet, dès que tu as du pouvoir, l'argent, etc., ce que je disais tout à l'heure, où il y a même tes circuits neuronaux changent complètement. En fait, tu ne vois plus la réalité, tu ne te perçois plus du tout comme l'homme que tu es réellement. Donc réellement, ça rend fou. Et c'est un truc scientifique. Et tu sais, le pouvoir, on parle de pouvoir, mais c'est pas qu'au niveau du président de la République. Mmh. C'est le simple fait d'être maire. Parce que quand tu es maire, monsieur le maire, entrez, C'est monsieur ça. le maire, voilà le maire. Et c'est ça, ils ne cherchent pas l'argent pour Mmh. le coup. Alors là, je pense pas que l'argent soit leur motivation. Non. C'est ce pouvoir, le fait que je suis l'homme le plus C'est la important. reconnaissance. C'est la reconnaissance. Et ça les rend complètement dingues. Et d'ailleurs, quand ils sont plus élus, c'est une petite mort Oui. pour ces gens-là. Oui, oui, oui. Ils ne comprennent pas qu'après, les gens ne soient pas là à faire une haie d'honneur quand ils vont quelque part. Mais complètement. Et justement, dans mon camp, on en parle. C'est tellement galvanisant que tout le monde te reconnaît, tout le monde te voit comme un messie. Il y a un côté très messianique quand tu es politique ou chef d'entreprise. Et en fait, parfois, et ça j'en parle aussi, c'est quand tu rentres chez toi et que tu es marié depuis 30 ans à ta femme et tes gosses, tu les vois assez peu finalement. Donc bon, tu n'es pas la figure paternelle qu'ils adorent. Il y a ce côté même dans le foyer, en fait, t'es pas reconnu et tu tombes en dépression. Donc, tu fuis le foyer, donc tu vas encore plus dans des endroits où tu es reconnu, le côté très star, etc. Tu as une déconnexion totale entre ta vie de famille et l'homme que tu as à l'extérieur. Moi, enfin, des fois, donc les spectacles ont lieu le samedi soir, et tu es dans une commune. Moi, j'ai le maire qui, au lieu de profiter de son samedi soir en famille, Mmh. ne vient pas voir le spectacle, hein, parce qu'il veut pas se taper 2 heures, mais quitte son dîner pour venir te serrer la main en se disant Julien Courbet sera content. On ne sait jamais. Il dira du bien de moi à un moment. Tu vois ce que je veux dire? J'aurai ma Et t'as photo, envie il va de lui dire du mais bien de vieux, moi. c'est pas grave si tu viens pas. Moi, Mmh. j'ai aucune envie que tu Mmh. viennes ou que tu viennes pas. Je veux juste faire mon spectacle. Je vais payer pour ça. Bah, ça Mmh. reste chez toi en famille. Mmh. Mais alors, il y a Julien Courbet qui est là. Ça serait bien que tu ailles voir machin. Il passe, tu lui serres une main. On sait jamais. Et c'est ce on sait jamais qui fait qu'en fait, tu n'es pas sincère et tu fais pas ton Mmh. boulot. Bon, j'arrête de relancer parce qu'à chaque fois, tu dis voilà, c'est terminé. Et donc, nous en sommes à 8h20 maintenant de podcast. Merci beaucoup, Merci à vous. Julien. Et très sincèrement, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être authentique, d'être naturel, ce que ta présence aujourd'hui le prouve, c'est qu'aujourd'hui, ma chaîne n'est même pas encore publiée, que tu es arrivé parce que mon pitch par message t'a plu et tu es là, tu es vrai et tu partages, tu donnes beaucoup, donc tu es généreux. C'est le bon ton de le dire, mais cette fois-ci, c'est très Eh ben, tant sincère. Merci beaucoup. Alors, le chien s'est bien endormi pendant l'interview. Hein. Oui, et il se met toujours face cam. Eh ben, tant mieux. Là, Joli. c'est une star, il part du principe qu'il doit être là et visible. Bon, Allez, merci à vous. Merci, Merci Sabrina. Julien. Et je tiens à remercier notre partenaire XTB pour avoir sponsorisé cette vidéo. XTB, c'est un courtier présent en France depuis 2010 avec déjà plus de 2 millions de clients. C'est surtout une plateforme Xstation, hyper intuitive et c'est surtout 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF. Et vous avez plus de 11 000 produits disponibles. Vous avez une offre, une action Veolia offerte jusqu'au 15 décembre avec le code Sabrina. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. À très vite.